Bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire de présentation de l'établissement d'un plan de trading ce soir en partenariat avec notre partenaire Crescendo. On est ce soir avec des intervenants de qualité, donc Tarek Elmari et Johan Paysan d'Orange. On va donc vous présenter tout un tas de choses. Vous aurez l'opportunité de poser également, comme d'habitude, vos questions sur le chat et sur les questions-réponses. Donc n'hésitez pas. Nos deux intervenants vont essayer de faire leur maximum pour répondre à vos questions, prendre le temps qu'il faut. Et puis, si jamais certains d'entre vous ont des coupures ou quoi que ce soit, sachez que ce webinaire sera enregistré et donc disponible sur YouTube par la suite. Donc je me présente, je suis Lucas Roudlus de CMC Markets. Beaucoup d'entre vous me connaissent, donc responsable de la gestion client et commerciale également. Alors, je vais commencer par une petite présentation de la société CMC Markets et je reprendrai en fin de webinaire le micro pour faire une présentation de l'offre en partenariat avec Crescendo. Donc devant vous, vous avez les avertissements sur les risques. Souvenez-vous, les CFD sont des produits risqués, donc faites preuve de prudence sur le marché. Alors CMC Markets, donc, c'est une entreprise à l'international qui a plus de 25 ans d'expérience. CMC voulant dire Currency Management Corporation. Nous sommes présents dans 14 bureaux dans le monde, nous avons 14 bureaux dans le monde, et en 2015, c'est plus de 45 millions de transactions dans 70 pays. En France, nous sommes présents depuis 5 ans, et nous avons, pour certains d'entre vous, eu l'occasion de vous rencontrer sur les Champs-Élysées. Nous avons une entité qui est agréée par le FCA au Royaume-Uni et enregistrée auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les activités en France. Vous le savez, nous avons une plateforme en ligne qui est innovante, reconnue et maintes fois récompensée. Donc cette plateforme qui s'appelle Next Generation, également disponible sur tablette et sur téléphone mobile. Également un service client dédié et professionnel disponible pour vous en français sur les horaires d'ouverture du marché et en anglais 24 heures sur 24 puisque chaque bureau dans le monde prend le relais dès lors que vous avez des questions. Et vous pouvez évidemment nous envoyer des mails dès que vous avez la moindre question. Une de nos forces, je dirais, sont les spreads très compétitifs et une mise à disposition de nombreux contenus analytiques et éducatifs pour nos clients. On a eu beaucoup de webinaires dans le passé sur différents thèmes et ce soir justement le partenariat avec un partenaire de qualité en est la preuve encore. Nous essayons de mettre vraiment l'accent sur la formation et l'accompagnement de nos clients. La plateforme dont je vous parlais, donc, elle est disponible, je l'ai dit, sur ordinateur, tablette et smartphone. Elle est fiable, rapide, ergonomique et simple d'utilisation et surtout, elle vous donne accès à plus de 10 000 produits sur 5 classes d'actifs, les actions, les devises, les indices, les matières premières et les obligations. Il y a également à disposition de nombreux outils graphiques professionnels, plusieurs types d'ordres, notamment les ordres à plage de déclenchement, les ordres stop loss, qu'ils soient suiveurs, stop classique ou stop garanti, les take profits évidemment. Dernièrement, et ça nous semble très important, les flux d'informations gratuits, puisque l'information est capitale sur le marché, avec Reuters et les calendriers des marchés, et également notre analyste technique Nicolas Chéron qui tous les jours essaie, avec ses émissions et ses différents papiers, de vous informer sur le marché. Et enfin, le traitement rapide des paiements, que ce soit en paiement entrant ou sortant, puisque vous pouvez tout faire vous-même sur la plateforme sans avoir à demander quoi que ce soit. Je vais donc laisser la main maintenant à Tarek et Johan pour qu'ils vous fassent la présentation. Je vous retrouve tout à l'heure pour la présentation de l'offre en partenariat. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Bonjour, donc Tarek Elmari, le gérant fondateur de Crescendo Trading. Et Johan, bonjour, je travaille avec Tarek et je m'occupe principalement des formations chez Crescendo, voilà, et de l'animation de la salle des marchés également. Donc on m'appelle un petit peu le coach dans la salle des marchés. Nous sommes, la salle des marchés est composée d'une équipe de traders professionnels, vous les voyez à l'écran. Nabil s'occupe également en bas à droite, s'occupe également des formations avec moi. Nicolas Schneller s'occupe lui de la partie commerciale. Donc vous risquez de l'avoir au téléphone si pour une formation ou pour un renseignement auprès de Crescendo. Donc Crescendo Trading a été créé en 2013 et on était connu pour nos spécialisations sur le trading au carnet d'ordre. Le trading au carnet d'ordre, en fait, c'est une stratégie qui consiste à analyser les flux entrants et sortants du marché, voir où sont les gros acheteurs et les vendeurs. Aujourd'hui, on parlera de la préparation d'un morning meeting. Et donc,
qu'on traite au carnet d'ordre, donc qu'on traite comme certains le font avec des indicateurs techniques ou en essayant d'analyser des graphiques pour prendre des positions à l'achat ou à la vente. Ça passe toujours par une préparation du carnet d'ordre. Donc, la préparation qu'on fait le matin avant de commencer à trader est commune selon n'importe quelle stratégie de trading. Donc dans toutes les salles de marché où j'ai eu l'occasion de travailler, tous les traders se devaient de préparer leur journée avant de prendre des positions sur le marché. Donc c'est vraiment primordial, et quand on m'a demandé le thème du webinaire, je pense que le fait de savoir comment on prépare un morning meeting est une bonne chose pour tous les clients de CMC Market, mais pour tous ceux qui suivent également ce webinaire. Ça permet de voir comment on engage notre journée, et surtout qu'est-ce qu'il faut retenir de cette préparation du morning meeting. Donc c'est pas un morning meeting qui est spécialisé pour les traders au carnet d'ordre, parce que c'est vrai qu'on est très étiqueté carnet d'ordre, mais en réalité on a des traders dans notre salle de marché, dans nos autres salles de marché co-brandées Crescendo Trading, où il y a une préparation du morning meeting. Donc tous les traders à Crescendo Trading ne font pas que du carnet d'ordre. Donc comme Johan le disait, on est une équipe d'anciens traders professionnels de banque, et donc on est présent de 8h à 20h à Neuilly-sur-Seine pour trader dans la salle de marché, pour faire du coaching, pour former sur des stratégies de scalping sur les devis, sur les obligations, sur les devises. Et on a des traders qui font d'autres stratégies, qui louent uniquement leur desk, mais qui veulent profiter de l'environnement, des conseils que l'on donne dans la salle pour mettre en place leur propre stratégie de trading. Alors, je voulais passer à la prochaine slide, mais je ne sais pas comment. Toc. Voilà, je vais revenir un tout petit instant sur le mot trading arcade, ce que vous voyez à l'écran. Là, à droite, c'est ça une trading arcade. En fait, ce sont des traders indépendants qui ne bossent pas, qui bossent plutôt pour eux-mêmes. Et qui ne bossent pas pour une banque en particulier. L'avantage d'avoir une salle des marchés, c'est l'interaction, en fait, de pouvoir discuter avec les autres, de parler de ses niveaux, de ses périodes d'euphorie ou de déprime, ou voilà. Donc partager pour ne pas rester, pour éviter l'isolement du trader. Donc pendant ce webinaire, on va en profiter pour répondre à toutes les questions. Et là, je vois une question où Patrick, je ne sais pas si je dis son nom, non, je vais juste dire les prénoms. Donc Patrick qui me demandait est-ce qu'on est un dealing desk. On n'est pas un dealing desk. En fait, chaque trader a son propre courtier et intervient pour son propre compte. Sur la photo de droite, c'est la salle de marché où j'ai démarré ma carrière en tant que trader. C'était Marex Spectron à Londres, et donc eux ils disposaient de 350 traders qui traitaient au carnet d'ordre sur les marchés indices actions, sur Eurex, et sur le marché obligataire Eurex, donc le Bund, le Bubble Chat, le 2 ans, le 5 ans, 10 ans, et sur le marché américain sur le T-Notes. Donc c'était la plus grosse société de traders de futurs au carnet d'ordre. À gauche, c'est OSTC Trading, qui est devenue depuis la plus grosse société avec 17 salles de marché dans le monde entier, plus de 450 traders. Et pour le coup, eux, c'est des traders qui sont embauchés par OSTC Trading, et eux sont spécialisés au carnet d'ordre, mais sur de l'arbitrage, sur les commodities. Donc j'ai pris ces deux exemples-là. Il y a encore pas mal d'autres sociétés qui sont spécialisées dans ce type de trading-là. Mais nous, on n'est pas un courtier. On ne passe pas des ordres pour le compte de clients. Donc on n'est pas un dealing desk. C'était pour répondre à la question de Patrick. Toc. Alors, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, donc un morning meeting. Dans les salles des marchés, on utilise beaucoup de jargon anglais parce que la finance est surtout anglaise, surtout à Londres. Un morning meeting, ça veut tout simplement dire préparation de journée. Voilà, tout simplement. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas
On ne peut pas commencer sa journée en s'asseyant et en traitant des lignes sur des graphiques, des supports résistance. En fait, vous allez d'abord préparer les marchés, avoir une checklist de choses à faire avant de cliquer. Quand il dit cliquer, c'est avant de prendre des positions sur le marché. Donc, autrement dit, tous les jours, avant de prendre des positions sur le marché, il faut s'assurer d'avoir toutes les informations qui sont susceptibles de faire bouger le marché. Donc, que ce soit des informations économiques, que ce soit des informations sur techniques, savoir des expirations de futurs ou d'options, ou toutes les informations qui sont susceptibles de faire décaler les marchés, il faut être au courant. Donc ça, on va voir par la suite quelles sont ces informations-là, comme disait Johan, à double-checker pour ne pas, en fin de journée, avoir une mauvaise surprise ou ne pas comprendre durant la journée des mouvements de prix et après la séance de remarquer qu'on a loupé une grosse news sur le marché. Donc pour reformuler, vous devez comprendre le contexte économique, tout simplement, avant de rentrer en position. Lors de cette préparation de journée, vous allez voir un certain nombre de choses et ensuite vous allez en tirer un trading plan. Voilà. Le trading plan, c'est tout simplement la façon dont vous allez intervenir au cours de la journée. Après ce morning meeting, le trading plan va vous dire, voilà, je serai plutôt short dans ces zones-là, je serai plutôt long dans ces zones-là, et maintenant je me mets une alerte et j'attends que mes niveaux soient atteints. Ça va vous dire également à quel moment de la journée le marché sera le plus volatile. Quand il y a des statistiques ou des news qui arrivent, mais ça on le verra juste après. Je vais, avant de partir, attends, tu peux mettre celui d'avant s'il te plaît, que je vois si on a parlé de tout au trading court et long. Ah, ça c'est ce que nous proposons chez Crescendo. Effectivement, on propose des formations courtes et longues, donc qui vont de 1 jour pour ceux qui veulent du coaching à 2 semaines, la formation de groupe la plus courte, à la plus longue qui doit être de 8 semaines, quelque chose comme ça. Nous proposons également une formation diplômante, Level 5. Level 5, c'est un équivalent Bac+2. C'est un niveau anglais. Voilà, c'est un diplôme anglais dont nous utilisons le passeport européen. La formation, en fait, nous ferons très bientôt, elles sont encore en période de test, des formations en ligne avec un accompagnement durant la séance de trading. Ça, c'est à 2 doigts de sortir, mais il nous manque encore quelques petites choses. Le coaching, je vous en ai déjà parlé, et la location d'un trading desk dans la salle des marchés, ça, généralement, on privilégie, en fait, on préfère que les gens traitent dans la salle le plus possible en scalping ou dans des positions qui sont assez courtes pour qu'il y ait véritablement un échange entre les traders. Voilà. Je passe à la suivante. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder plus précisément dans un morning meeting pour fabriquer notre trading plan? Donc, les 5, on va dire qu'il y a 5 thèmes et le money management, je le mets à part. Donc, les 5 choses que l'on valide avant de prendre des positions sur le marché, c'est bien évidemment le calendrier économique. Donc, quand je dis le calendrier économique, ça reprend la macroéconomie et la microéconomie. La macroéconomie, c'est tous les chiffres qui sont publiés sur les États. Ça va du PIB à tous les statistiques sur l'inflation. C'est vraiment, tout à l'heure on le verra sur l'exemple, c'est ce qu'on retrouve globalement sur tous les sites et chez votre courtier avec des calendriers par pays, par continent et par thème. Donc ensuite, dans les calendriers, il y a tout ce qui est échéance des contrats futurs et options. Donc on sait tous que la veille ou le jour des échéances sur les contrats futurs ou les options, il y a un excès de volatilité qui peut être créé suite aux clôtures de position de gros asset managers. Donc ça, c'est quelque chose qu'on check, mais c'est en fin de mois et en fin de trimestre. Donc ça, c'est vraiment de la technique.
Je vais continuer un tout petit peu sur le calendrier économique que l'on peut trouver un petit peu sur la plupart des brokers et des sites internet. Juste pour vous dire que vous devez connaître la volatilité qui est attendue, la volatilité qui est attendue sur. Je termine, je laisse juste après. La volatilité qui est attendue sur chaque chiffre quand on parle du PIB ou de l'inflation, c'est évidemment plus important qu'un chiffre économique d'Australie ou d'Afrique du Sud. En fait, il faut que vous repériez dans le calendrier les statistiques qui sont sur votre marché. On va donner les 5 points, puis après on va reprendre chaque point de façon détaillée. Donc là, on a le calendrier économique, on a tout ce qui se passe sur les banques centrales et les politiques monétaires. Ensuite, on a ce qu'on appelle le thème du jour, le sentiment de marché et les informations, les news qui tombent au fil de la journée. On a les analyses, actions, obligations qu'on verra par la suite, ce qu'on appelle le flight to quality. Et on a ensuite, vraiment pour la prise de position, l'analyse des flux au carnet d'ordre et les analyses graphiques. Le dernier point, c'est au cas par cas, c'est le money management. Donc ça, c'est les six points que l'on va voir durant ce webinaire-là. Donc là, on va commencer par le calendrier économique. Donc le calendrier économique que vous avez devant les yeux, vous voyez qu'il y en a des dizaines par jour qui sont différentes. Donc comme je vous le disais juste avant, vous devez repérer celles qui sont importantes sur les marchés que vous traitez. Autrement dit, si vous traitez les actions du CAC 40 ou le CAC 40, vous allez principalement regarder les statistiques européennes, donc françaises, allemandes, ainsi que les américaines. Quel que soit le marché que l'on traite, on regarde toujours les statistiques américaines parce qu'elles apportent beaucoup de volatilité. Qu'est-ce que je peux ajouter sur le calendrier économique ? Donc il y a vraiment ce qu'il faut, c'est dans un premier temps, quand vous commencez à trader, c'est pas d'être un expert et de savoir sur chaque statistique est-ce que ça fait monter ou ça fait descendre le marché. Dans un premier temps, les statistiques économiques, elles doivent être utilisées pour mesurer la volatilité que cet événement va créer sur le marché. Et ensuite, après, de voir comment ça va impacter le marché. Parce qu'en fait, une statistique économique, c'est pas de regarder la valeur absolue qui va sortir. Un exemple sur un PIB, un très bon PIB peut être négatif pour le marché action, par exemple. Parce que ça peut entraîner la baisse du quantitative easing, et donc ça va être une mauvaise news pour les marchés. Donc c'est vrai que la plupart du temps, que ce soit dans des conférences ou quand on fait des journées portes ouvertes, j'ai souvent la question, les chiffres économiques, je les regarde pas parce que ça fait n'importe quoi. Ça, c'est ce que j'entends le plus souvent des traders particuliers. En réalité, c'est dans un premier temps, c'est de savoir est-ce que ça va être une statistique qui va faire bouger le marché de 1-2% ou qui va faire décaler le marché de beaucoup plus. Ça, on l'a par exemple dans le calendrier de CMC Market où il donne des indications avec des pastilles rouges pour les chiffres les plus importants. Si je pense que c'est comme ça qu'il l'indique, et des pastilles jaunes quand c'est peu important. Donc à l'heure actuelle, les chiffres qui font énormément bouger les marchés, c'est les chiffres d'inflation. C'est ce que regardent les chiffres d'inflation, les chiffres de l'emploi, notamment aux États-Unis, mais également en Europe. Parce que ce qui intéresse les opérateurs de marché, c'est de savoir est-ce que le quantitative easing en Europe va se réduire et est-ce que la Fed va monter ses taux. Je continue encore sur les chiffres. Vous n'avez même pas besoin de connaître le fait d'avoir un master en économie pour pouvoir les interpréter. Ça se fait d'expérience en fait. Vous êtes une fois devant et vous voyez que le chiffre bouge beaucoup. La fois prochaine, vous vous souviendrez que ce chiffre-là est important. Donc autrement dit, il suffit juste d'avoir un petit automatisme pour regarder très régulièrement les chiffres et vous remarquerez rapidement lesquels sont importants et lesquels sont moins importants.
important. Par exemple, si vous traitez du CAC 40 ou de l'Eurostoxx, vous vous rendrez compte que les chiffres d'inflation du Canada, par exemple, ne font absolument pas bouger votre marché. Voilà, donc c'est quelque chose d'expérience. Vous prenez juste l'habitude de les regarder et ensuite ça viendra tout seul. Voilà. Donc typiquement demain il y a le chiffre de l'emploi américain. Oui. Donc ça c'est le chiffre du mois, c'est le chiffre le plus regardé. Il y a le discours de Mario Draghi qui est aussi un événement important, ça on le verra dans le second point. Mais typiquement sur le chiffre de l'emploi américain, vous ne devez pas avoir une position avant 14h30. Donc n'essayez pas de prendre des positions sur le marché quand vous démarrez en ayant des positions sur les gros chiffres où il y a des annotations avec des pastilles rouges comme il y a sur le site. On ne traite, nous, jamais un chiffre économique. On ne traite jamais des mouvements de marché après un chiffre économique. On reste en dehors du marché, on va dire une demi-heure par exemple avant le chiffre de l'emploi américain, une demi-heure avant et on va dire 15 minutes après. Et après, on reprend notre trading habituel, on décèle les mouvements acheteurs et vendeurs et on essaie d'estimer de façon plus précise avec les volumes où sont les acheteurs et les vendeurs. Mais on ne prend pas le chiffre brut et après on prend des positions sur le marché avec. C'est ce que font beaucoup de personnes, beaucoup de traders retail en essayant d'anticiper le marché, à savoir le chiffre de l'emploi américain est très très bon, je me mets acheteur sur le marché. Vous arriverez toujours après les automates qui sont directement reliés à Bloomberg et la première cotation qu'il y aura, ce sera toujours, ils seront toujours placés avant vous. Donc il y aura toujours le premier mouvement et vous ne serez jamais dedans. Donc vraiment les chiffres économiques c'est essayer de pricer la volatilité qu'il peut y avoir. Donc demain c'est très facile à savoir que la matinée va être très calme. Donc pour tous ceux qui veulent faire du scalping, il ne va pas y avoir énormément de mouvements. À 14h30, il va y avoir un excès de volatilité. Et après, il y a les chiffres derrière, généralement tout ce qui est l'indice de Chicago, tous les indices américains qui suivent à 16h. Donc, c'est vraiment de mesurer la volatilité qu'il va y avoir sur une journée. Et après, tout dépendra de votre style de trading. Soit vous êtes un trader contrarien, et donc vous avez un trading de market maker, et donc vous êtes contre le marché. Et donc ces moments-là, il faudra sortir du marché. Ou soit vous êtes un trader dans la tendance, et il faudra utiliser cet excès de volatilité pour attendre un premier retour et se mettre dans la tendance. Donc c'est la seule utilité qu'il faut avoir. Mais il ne faut pas essayer d'analyser par exemple tous les chiffres qu'il y a sur le slide et essayer de les comprendre, de les analyser et de prendre des positions sur ces chiffres. Donc, encore une fois, nous ne traitons pas les chiffres, nous traitons la conséquence des chiffres. En fait, le but est de dire le chiffre va avoir, ou la statistique va avoir un impact sur le marché et si elle va dans ma zone de short, eh bien je vais shorter. Si ça va dans ma zone de long, je vais prendre un long. Mais en aucun cas on dit le chiffre demain va être très très bon, donc je vais déjà prendre un long maintenant. Voilà, on traite la conséquence des chiffres. Donc, en règle générale, c'est toujours à 14h30, excepté demain avec le décalage horaire. 13h30 je pense. Hein. Ouais. Bon, on va passer à la slide suivante. Toc. Donc le matin, de la même manière qu'on prépare donc le calendrier économique pour savoir à quel moment de la journée il va y avoir un excès de volatilité, on doit être au courant de tout ce qui se passe sur le marché obligataire et notamment sur les discours des banques centrales et des politiques monétaires. En ce moment, c'est vraiment tout ce qui se passe au niveau des banques centrales qui fait bouger le marché, que ce soit en Europe, au Japon et en Angleterre et aux États-Unis.
à chaque rumeur, à chaque information des banquiers centraux, les marchés décalent. Comme on a vu le 4 septembre, non, le 4 c'était septembre ou octobre? C'est le 4 octobre, Ouais. où il y a une rumeur de Bloomberg qui indiquait qu'il y avait une baisse de 10 milliards du QE. Les marchés ont décroché sur cette news-là. On a l'or qui a fortement décroché. Donc c'est vraiment les informations de la Banque centrale européenne ou des rumeurs de hausse de taux aux États-Unis qui font le marché. Donc c'est un des outils, on va dire, vraiment important, le suivi des informations des banques centrales. Donc ça, il y a des flux d'informations comme il y a chez vos brokers comme CMC Market qui diffuse avec Reuters, mais il y a d'autres flux d'informations. En tout cas, chaque broker a son propre flux et c'est vraiment important de suivre l'actualité des banques centrales et la politique monétaire. On a clairement le suivi, par exemple, de tout ce qui se passe au niveau des taux des marchés obligataires. On avait un taux 10 ans allemand qui était même arrivé jusqu'à moins 0,2%, donc en rendement négatif. Et clairement, dès qu'il y a eu une tension sur les rendements obligataires, on a tout le compartiment des banques qui est remonté parce que ça va améliorer leur rentabilité. Donc, prendre des positions sur les banques, sur les actions au niveau des banques, ça devait être fait avec l'information que vous deviez suivre sur le marché obligataire. Autrement dit, c'était relativement facile de prendre des positions sur les banques qui ont fait un très gros retour, ça fait déjà 1 mois et demi, uniquement en suivant qu'est-ce que faisait le marché obligataire. Donc dès que le marché obligataire a commencé à remonter, on a toutes les banques qui ont fortement monté. Donc traiter le marché des actions, c'est pas uniquement de regarder des graphiques sur BNP, Général ou autre. En regardant tout ce qu'il y a autour, parce que tout est lié, ça permet de prendre des positions sur le marché. Donc on suit avant de commencer la journée, qu'est-ce qui s'est fait sur le marché obligataire américain, qu'est-ce qui s'est fait sur le marché obligataire dès 8 heures, parce que le marché obligataire contrat futur ouvre à 8 heures. Donc on a une première tendance des mouvements de prix sur le marché obligataire et ça va nous permettre de prendre des positions sur les actions du CAC 40 ou sur les bancaires européennes. Dans les trois statistiques les plus importantes du mois, on a parlé de non-farm payroll, donc le chiffre de l'emploi américain juste avant. Et là, on est en train d'évoquer les deux autres qui sont les plus importantes, c'est-à-dire la réunion de la BCE qui est toutes les 6 semaines et la réunion de la Fed qui est toutes les 4 semaines. Et donc à chaque réunion, ils décident d'augmenter ou de baisser les taux. Généralement, quand on augmente les taux, les marchés descendent. Quand on baisse les taux, les marchés montent. Sur le papier. En fait, c'est juste un apport de liquidité. Plus vous mettez de liquidité dans le marché et plus les marchés montent, plus vous enlevez de la liquidité du marché et plus le marché descend. Pour une autre question, excusez-moi, là, vous venez de dire que les taux montent. Alors, je vais plutôt répéter ce que je disais parce que je ne comprends pas. Vous venez de dire que les taux montent, les indices et les devises baissent et pareillement pour l'inverse. Alors, donc je parlais des indices en particulier. Donc, effectivement, quand vous montez les taux, les marchés ont tendance à baisser parce que comme l'argent est plus cher, vous enlevez de la liquidité. Et l'inverse est vrai également. Donc, si les taux baissent, les marchés montent. Si les taux montent, les marchés baissent. Voilà, ça c'est sur le papier, hein. Ensuite, nous, comme je vous l'ai dit juste avant, on traite la conséquence des chiffres. Donc une fois qu'ils sont tombés, on ne dit pas, on ne va pas traiter, à aucun moment on va traiter en se disant au mois de décembre, Janet Yellen va augmenter les taux, donc les marchés vont baisser, donc je vais tout de suite shorter. C'est absolument pas ça qu'on disait. C'est que sur le papier, généralement, quand les taux montent, les marchés baissent. Voilà. Pour les indices, ça c'est un petit peu plus compliqué
puisque, enfin, pardon, pas pour les indices, pour les devises, parce qu'elles sont quelquefois un peu indépendantes les unes des autres. Ça dépend de la conjoncture, enfin de la macroéconomie locale, je dirais, pour le yen ou pour le GBP, ou etc. Donc, je parlais surtout des indices. Je vois une autre question. Que pensez-vous de l'or qui monte, possible tendance haussière? En réalité, l'or depuis est clairement dans une tendance haussière. Il y a plusieurs raisons, hein. Il y a la raison principale du mouvement de hausse qu'on a eu depuis quelques jours, c'est clairement le sondage en faveur de Trump. Et là, clairement, si on a Trump qui gagne les élections, on va avoir l'or qui risque de s'apprécier. Mais cette appréciation, le raisonnement, c'est on va dire le flight to quality. Donc les opérateurs achètent de l'or par souci de visibilité sur l'avenir. Autre chose qui fait monter l'or, c'est en cas de risque de récession ou de baisse de l'activité, on va avoir les banques centrales qui vont encore augmenter le QE, qui vont les rumeurs de baisse du QE en Europe et de hausse de taux aux États-Unis vont s'estomper. Et donc, si on réinjecte de l'argent dans le circuit économique, on va avoir une dépréciation de la valeur des monnaies. Et donc, les opérateurs iront se réfugier sur un actif physique. Donc, c'est vraiment la confiance dans le système financier et la dilution du cash qui est faite par les banques centrales qui pousse les opérateurs à se réfugier sur l'or. Mais après, l'or, ça a toujours été une valeur refuge. Et dans des périodes d'incertitude, comme on l'a vu après le Brexit, où il y a eu une très très forte hausse de l'or qui vient du fait du côté abstrait d'un événement où il y a un effet panique et on va se réfugier sur des actifs très safe comme les opérateurs vont sur le marché obligataire, sur le 10 ans allemand qui s'est retrouvé à des taux négatifs. On passe continue, on passe à la slide suivante. Sur le sentiment de marché. Donc, tu veux commencer? Oui. Vas-y. Donc actuellement, le sentiment de marché, c'est dans une année boursière, on passe par 3, 4, 5 phases dominées par des thèmes d'actualité. On a eu le thème vraiment le plus important, c'était le Brexit, où on a vu un dénouement qui était proche de ce qu'on vit actuellement avec Trump, où on est passé par toutes les phases, euphorie, avec des résultats du Remain où les marchés se sont effondrés. On a eu l'article 50 qui va être activé, pas activé. Donc on a eu, on va dire, mai, juin, juillet, où c'était le thème du jour. Les news de ce moment-là étaient orientées Brexit. On a eu en début d'année, est-ce qu'on est en récession ou pas en récession? Donc janvier-février, c'était est-ce que les États-Unis vont rentrer en récession? On a eu les banques italiennes ensuite qui ont fait où on a eu peur d'un effondrement d'Unicredit. Et c'était pendant un mois, le thème des banques italiennes était sur la table. Donc ça, c'est généralement entre un mois et 3 mois. C'est ce qui drive en fait les cours de bourse. Et donc, il faut suivre cette actualité et regarder au fil du temps toutes les informations qui tombent. Là, actuellement, nous, on est relié à des flux d'informations, toutes les rumeurs sur des sondages ou autres sur l'élection de Trump, c'est ce qui va faire bouger énormément les marchés. Après, ça peut être les périodes de publication d'entreprises. Donc, constamment, il y a des périodes où il y a un thème évident qui est sur le marché et il faut suivre toutes ces informations-là. Et bien sûr, on est relié à toutes les informations qui sont susceptibles de faire
faire évoluer le sentiment du marché. Ce que je conseille généralement à ceux qui viennent se former chez nous pour se construire le raisonnement économique dont Tarek vient de parler, c'est de lire des newsletters, voilà, des newsletters de brokers. CMC ou autres, pour se familiariser en fait avec un petit raisonnement, avec ce raisonnement économique. Vous le lirez une fois, ça vous parlera peut-être pas, une fois, deux fois, mais je vous assure que si vous vous astreignez à cet automatisme tous les jours, alors ne lisez pas trop non plus, il s'agit pas d'y passer 2 heures, hein, mais si vous avez une mécanique de quelques minutes par jour, vous saurez vous construire un raisonnement économique au bout de quelques mois. Quoi vous dire d'autre ? Ah oui, non, j'ai une autre petite idée, oui, aussi. Très importante à vous dire. En fait, ce que nous allons chercher, ce n'est pas l'avis des traders, en fait. Ce que nous cherchons à avoir, c'est l'avis d'économiste ou l'avis d'analyste financier. Et en lisant ces newsletters, c'est exactement ce qu'on va chercher. Voilà, c'est un petit peu, j'ai l'habitude de dire, un peu le café du commerce. Ce qu'on veut savoir, c'est de quoi on parle en finance en ce moment. Quel est l'intérêt, qu'est-ce qui inquiète ou qu'est-ce qui rassure les marchés en ce moment. Et vous devez intégrer ces informations dans votre trading. Donc encore une fois, astreignez-vous à lire quelques newsletters et à aller chercher des informations très très régulièrement. Ça, c'est propre à chaque trader. Il y en a qui préfèrent lire des newsletters et pour ma part, je préfère lire des données brutes et me forger mes propres opinions. Après, comme disait Johan, il y a des newsletters qui synthétisent ça et qui permettent de gagner du temps. Avec l'expérience, après, vous verrez que vous ferez vos propres analyses, vos propres on va dire, newsletters en synthétisant toutes les informations qui sont susceptibles de faire fluctuer les cours. Donc, là, clairement, après l'épisode des élections américaines, on va avoir ce qu'on appelle chaque année le rallye de fin d'année sur les marchés actions, où là clairement on a les habillages de portefeuille et donc toutes les années c'est toujours la même chose. C'est le marché, l'année boursière est coupée en 4-5 périodes, comme la journée boursière est coupée en 5 périodes d'ouverture. Les statistiques à 10h, 10h30, ensuite à midi les clôtures de position de tous les fonds qui investissent dans des fonds. Après on a les statistiques, les préouvertures américaines à 14h30, l'ouverture américaine à 15h30, 16h les chiffres américains et 17h30 la clôture. Donc en réalité c'est assez cadré et toutes ces informations là il faut voir à quel moment c'est opportun de rentrer sur les marchés. Après, je vois beaucoup de questions sur les anticipations de marché. Et l'erreur que font beaucoup de traders particuliers, c'est d'essayer d'anticiper où va aller le marché, mais sur des horizons de temps relativement longs. Par exemple, en essayant de faire des analyses de ce qui s'est passé précédemment. On a une question de Anne qui nous dit on a des graphiques comparables à 1987. Donc 1987, c'est là où il y a eu le plus gros crack dans l'histoire. Donc ça, c'est difficile d'essayer de trader tous les jours en ayant ça en tête. Parce que peut-être que vous aurez raison, mais peut-être que ça va se passer dans 6 mois. Et si vous arrivez tous les matins en vous disant les marchés sont au plus haut, je vais shorter le marché, le problème c'est que ça ne va pas fonctionner. Votre job de trader, si vous voulez trader et gagner de l'argent sur les marchés, il faut vous astreindre à respecter tous les jours votre trading plan et à profiter des opportunités qu'offre le marché. Et non pas à partir sur une hypothèse de krach boursier ou de baisse du marché et à mettre des shorts tous les jours. Ou alors l'exemple inverse, de venir tous les jours et d'être acheteur, ce qu'on appelle des boules patentées, qui sont toujours longs, il y en a qui sont toujours short,
Alors qu'il y a des opportunités pour être long, des opportunités pour être short, et ces mouvements-là ils sont dictés par les informations financières qui font fluctuer les cours. Donc il ne faut pas avoir une idée en tête, se dire on est au plus haut, il va y avoir un crack, et se positionner toujours à la vente. Je vois une autre question de Jean-Marc. Est-ce que toutes ces analyses s'appliquent au swing trading sur action? Effectivement, on prépare un morning meeting, quel que soit l'actif que l'on gère ou la durée, si on fait du scalping ou du swing. Ce qui va juste changer, c'est votre horizon d'analyse en fait. Nous, comme nous faisons principalement du scalping, on va analyser les chiffres de la journée ou de la veille et leur impact immédiat sur le marché. Quand vous faites du swing sur action, vous devez prendre évidemment un horizon de temps plus grand pour votre analyse. Donc vous regarderez les statistiques sur une plus longue période, vous prendrez les supports et résistances qui seront adaptés à votre durée dans le trade en fait. Voilà, tout s'adapte en fait, mais ça s'adapte, mais vous devez absolument faire effectivement un morning meeting. On doit toujours savoir dans quel marché on est avant d'intervenir. Par contre, contrairement au trading sur les futurs, les actions, ceux qui traitent les actions, je pense qu'ils peuvent pas faire du trading sur les actions comme nous on le fait sur les futurs. Sur les futurs, on peut avoir un trading contrarien, c'est-à-dire être contre le marché et scalper le marché et avoir une approche market maker. Si sur les actions, il faut être dans la tendance en fait. Il ne faut pas contrer le prix sur les actions parce que les amplitudes sur les actions peuvent être relativement très importantes. Sur l'Eurostoxx, le marché qu'on trade, une variation de 1%, voire 2%, c'est déjà énorme. Sur les marchés actions, une action peut prendre 5, 10, 20%. Et pour ma part, c'est très très difficile de faire du scalping contrarien sur les actions. Donc pour répondre à la question, est-ce que toutes ces analyses s'appliquent au swing trading sur action en termes de scalping? Le scalping, pour moi, sur les actions, s'il doit se pratiquer, il se pratiquera toujours en essayant d'être dans le mouvement, dans le tempo du sens du mouvement des actions. C'est-à-dire, si une action ouvre en très forte hausse, c'est d'essayer de profiter de ce mouvement de hausse pour aller suivre le mouvement et non pas de se mettre short par rapport à une action qui est en forte hausse. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'une très forte amplitude et donc pas de scalping contrarien sur le marché des actions. Alors, les questions défilent à une vitesse, je perds, ça va trop vite. Vous posez trop de questions, vous avez bien raison. Une question de Delphine, peut-on concilier le trading avec une autre vie professionnelle, une vie salariée? Je pense que c'est conciliable. Par contre, avec une vie professionnelle, il faudra avoir une approche du trading, plutôt de scalping, et notamment au carnet d'ordre où c'est des sessions de 1 heure, 1 heure, 1 heure et demie qu'on peut faire. C'est-à-dire que notre session de trading, elle démarre à 9h15, 9h30 jusqu'à 10h30, 11h. Et généralement, ça c'est notre première session de trading. Et après, on peut avoir une autre session de trading l'après-midi. Donc, l'avantage de faire du scalping, que ce soit au carnet d'ordre ou même du scalping avec des CFD et autres, c'est de pouvoir avoir des sessions de trading relativement courtes. Et donc, dans ce cas-là, c'est conciliable avec une vie salariée. Prendre des positions, par contre, pour ceux qui veulent prendre des positions avec du levier en ayant une activité à côté, je trouve que c'est relativement compliqué et dangereux. Parce qu'il y a des informations qui tombent durant la journée et on n'est pas à l'abri d'un décrochage du marché. Et pour ma part, je pense qu'il faut être devant les écrans ou devant votre portable si vous passez vos ordres avec votre portable.
mais il ne faut pas être en position et pas suivre le marché parce que ça comporte trop de risques et il faut être prêt à n'importe quel moment à couper une position s'il y a une news ou si votre scénario se concrétise pas. Donc, bien sûr que c'est compatible, mais il faut absolument être devant les écrans ou devant l'outil qui vous permet d'acheter ou de vendre sur les marchés. Une question de Patrick, quelles sont les actions avec volatilité plus pour scalper en intraday? Alors Patrick, en fait c'est la réponse. C'est que c'est à double tranchant. Si tu traites des actions extrêmement volatiles, tu risques de faire des gros gains très rapidement, mais également des grosses pertes très rapidement. Il vaut mieux travailler ces setups, prendre des actions qui ne sont pas très volatiles, et puis à ce moment-là, Pro va faire des gains qui sont consistants, en fait, enfin récurrents. C'est-à-dire, on scalpe plusieurs fois, scalper. Pour les actions, prendre un petit peu plus large, mais faire du swing, des petits swings comme ça sur des setups qui sont récurrents, plus que essayer de trouver une action qui va bouger la folie et puis risquer de perdre 30% de son capital. C'est absolument pas ça. Il faut absolument diversifier. Alors, faire du forex pour faire plus de scalping. Le forex est un petit peu plus, on va dire, en général, est un petit peu plus dangereux que les indices. Comme on l'a dit tout à l'heure, les indices sont beaucoup moins volatiles. Le forex est quand même, alors si vous traitez de l'euro-dollar, vous allez déjà trouver un marché un petit peu volatile. Mais si vous allez sur le rand sud-africain ou sur la Turkish lira, là c'est du pili-pili qui risque de vous coûter très très cher. Voilà, c'est ça ce qu'on peut dire sur le forex. Les gains plus faciles, plus accessibles, mais les pertes peuvent être conséquentes aussi. Donc essayez toujours de bien gérer votre risque. Donc pour revenir à la préparation du morning meeting, l'autre point qui est négligé par beaucoup de traders particuliers, c'est le volet obligataire. Énormément de particuliers se focalisent sur l'analyse des indicateurs techniques ou graphiques sur le marché action, alors que le marché obligataire donne beaucoup de signaux sur la prise de décision sur le marché action. Pourquoi ? La plupart des gros asset managers, ceux qui font bouger les marchés, ceux qui investissent sur les marchés financiers, ils investissent soit sur les actions, soit sur le marché obligataire. Et donc, on a toujours les vases communicantes entre ces deux actifs-là. Donc, quand on a des gros mouvements de hausse par exemple sur les contrats futurs, sur les marchés obligataires, le 10 ans allemand ou sur le 10 ans américain, généralement, on a une baisse sur les marchés actions. Donc, le marché obligataire, pour ceux qui traitent par exemple les contrats futurs ou ceux qui ont la possibilité de l'avoir en visu, ça donne une indication de ce que font les gros asset managers type BlackRock, PIMCO ou autres. C'est ces opérateurs-là qui font bouger le marché. Et quand ils sortent d'un marché, ils rentrent dans un autre marché. Et donc, on a, par exemple, après le Brexit, on a eu une envolée du marché obligataire, ce qu'on appelait le flight to quality. Ils achetaient des obligations parce que c'était beaucoup plus safe et ils vendent le marché action. Et après, il y a des moments où c'est plutôt l'appétit pour le risque, où là, ils vendent le marché obligataire et ils achètent le marché action. Quand on a des marchés qui sont à l'opposé, clairement, on sait que c'est un gros opérateur qui est en train de liquider une partie de ses positions sur le marché obligataire et qui va investir sur le marché action. Et donc là, ça nous permet de prendre des positions relativement facilement. Nous, on essaie toujours de voir qu'est-ce que font la plupart des gros sur le marché là. Donc en regardant les deux grosses classes d'investissement, ça permet de voir est-ce que c'est un gros asset manager qui rentre sur le marché ou c'est uniquement un ordre d'un institutionnel qui va faire monter le marché de quelques points et ça va être un mouvement qui va être assez mineur.
Donc l'analyse du marché action-obligation, ça c'est quelque chose qu'on regarde constamment durant la journée. Et ça permet des fois, par exemple, quand on est short sur le marché action et qu'on voit le marché obligataire baisser ou s'effondrer, de ne pas insister sur notre short et de prendre notre perte relativement rapidement. Ou alors quand on est acheteur sur le marché action et qu'on voit le marché obligataire s'effondrer, bah, pour le coup on va garder notre position parce que notre trade va prendre de l'assurance avec ce qui se passe sur le marché obligataire. Donc ce côté action-obligation, c'est vraiment quelque chose qu'on suit avant la séance parce que les contrats futurs ouvrent de 8h à 9h et qu'on suit durant toute la journée de trading. Et pour poursuivre sur le même sujet, une question de Régis, comment voir quand les asset managers achètent des obligations? Bah, tout simplement en regardant les variations sur le marché obligataire. Voilà, donc l'OAT 10 ans pour la France ou le Bund à 10 ans pour l'Allemagne, par exemple. Et ce qui est important sur le marché obligataire, c'est que c'est un marché où les opérateurs, les intervenants, sont principalement des professionnels, ce qui est pas le cas sur le marché action où il y a énormément de non-professionnels. Du coup, les mouvements sur le marché obligataire sont beaucoup plus propres que l'on peut avoir sur le marché action. Donc, moi, j'avais beaucoup de traités sur le marché obligataire et c'est vrai que on n'a pas tous les faux signaux qu'on peut avoir sur le marché action parce que le marché action, c'est vraiment le marché des particuliers. Et donc on a une multitude de flux entrant et sortant sur le marché action qui viennent des retail. Est-ce qu'on peut prendre une ou deux questions? On a besoin d'indicateurs pour scalper sur le carnet d'ordre? Si oui, lesquels? Eh bien, nous n'utilisons pas d'indicateurs pour scalper au carnet d'ordre. Le carnet d'ordre est déjà un outil qui nous donne beaucoup d'informations. On utilise des graphiques pour la partie historique. Avec des supports résistance que tout à chacun pourra utiliser, pourra fabriquer sur n'importe quelle plateforme. Et ensuite, on utilise le carnet d'ordre pour optimiser notre entrée et notre sortie. Il y a une très bonne question. Faut-il se consacrer sur quelques actifs afin de mieux les connaître et pouvoir les analyser et comprendre tout l'environnement? C'est exactement ce qu'il faut faire. Ça ne sert à rien de se disperser sur plein de classes d'actifs. Je pense que chaque personne a des aptitudes pour gagner de l'argent sur les marchés financiers. C'est un peu comme essayer de traiter tous les marchés, c'est comme essayer de faire plein de sports. Faire du foot, du basket, de la natation et du cyclisme. En fait, on est forcément bon dans un des sports, il vaut mieux s'y consacrer parce qu'on a des aptitudes sur un sport et pas un autre. Les devises, pour moi, c'est un marché qui est plus compliqué que le marché action. Et les indices actions, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, si je devais classifier les classes d'actifs, les indices actions, c'est pour moi ce qu'il y a de plus simple parce que ça regroupe un panel d'actions. Donc, on est à l'abri d'OPA ou de mauvais résultats. Et donc, traiter les actions une par une, c'est relativement dangereux parce qu'on n'est pas à l'abri d'une mauvaise nouvelle. Donc les indices actions, ce qu'il y a de plus simple. Les indices obligataires, c'est ce qu'il y a de plus simple. Après, les actions et on va dire les grosses capis. Après, on a tout ce qui est devises, enfin tout ce qui est commo. Les matières premières, l'or, le pétrole et les devises. Toutes ce soit le pétrole, l'or et les devises, malheureusement, c'est des actifs qui sont très volatiles. Parce que vous êtes face à des intervenants type banque centrale sur les devises et type producteurs, tous les producteurs, les exportateurs de matières premières qui vont se couvrir. Et donc, ils ne sont pas là pour gagner de l'argent sur ces opérations-là, mais ils font uniquement de la couverture. Et donc, des fois, on a des fortes variations sur le pétrole ou sur les devises par des opérateurs qui ne font pas du trading. Quand on a la BNS qui enlève son plafond, là, malheureusement, c'est des mouvements qui sont vraiment très, très importants qu'on n'a pas sur les indices actions. Donc,
bien sûr, essayer de commencer par une classe d'actifs et après d'essayer de voir sur chaque classe d'actifs où est-ce qu'on est le plus à l'aise. Et c'est pas forcément la classe d'actifs qu'on aime le mieux, c'est où est-ce que je suis capable de gagner le plus d'argent et rester sur ce compartiment-là. Et pas aller sur la classe d'actifs où on va dire où on s'ennuie le moins. Parce que généralement, le trading, la seule raison, c'est combien je suis capable de gagner d'argent sur les marchés financiers. Il y a des stratégies trading qui sont ennuyeuses, mais qui permettent de gagner de l'argent. Et malheureusement, la plupart des particuliers vont sur des stratégies, sur des actifs très très volatiles, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais avec du levier, et malheureusement, c'est beaucoup plus dur. Donc, si je pouvais donner un conseil, commencez par une classe d'actifs, et dès qu'on sent qu'on est à l'aise, en mettre une deuxième, et après mettre d'autres stratégies de trading. Mais pas traiter sur toutes les classes d'actifs en faisant du scalping, en faisant l'overnight, en mettant du levier. C'est le meilleur moyen pour s'y perdre. Brice nous demande quid du carnet d'ordre sur le Forex, comment l'utilise-t-on? Tarek vient de parler de la volatilité du Forex. En fait, il existe également des carnets d'ordre pour les devises, mais c'est tellement volatile qu'il est très difficile à lire. En fait, dans notre trading, il faut beaucoup de liquidité. Donc, il faut beaucoup de monde par case ou par prix, en fait. À partir du moment où les prix s'envolent de 2-3% et puis redescendent de 6% et puis remontent de 3%, eh bien là on a beaucoup de mal à lire le carnet d'ordre. Je fais de l'euro-dollar, mais c'est la seule chose, enfin c'est la seule devise parce que c'est la plus liquide de toutes, c'est la seule que je pratique. Et une autre question, lorsque l'on peut seulement trader de 19h à 20h, est-il malsain de trader un marché sans avoir tradé le début de la session? Tout dépend de votre type de trading. Si vous faites du scalping, traiter de 19h à 22h, faudra le faire sur le marché américain. Donc là, il y a le marché obligataire, le 10 ans, et le S&P, il y a le Nasdaq. Mais c'est des marchés, je pense, qui sont tradables parce que on est en pleine séance. Donc, c'est le marché à privilégier. Les marchés européens, ça ne sert à rien d'aller sur ces classes d'actifs parce qu'il n'y a plus les investisseurs finaux. Et après, si vous faites du scalping, c'est pas dérangeant d'arriver en fin de séance parce que vous allez avoir des setups assez précis. Et si vous avez fait ça va plus s'appeler du morning meeting, mais si vous avez regardé qu'est-ce qui s'est passé durant toute la journée, et généralement entre 19h et 20h, à part quand il y a le FOMC, il n'y a plus de statistiques économiques qui tombent ni en Europe ni aux États-Unis. Vous n'avez pas trop de risques de prendre un gros mouvement comme on peut le prendre pendant la journée entre les statistiques, les commentaires de la BCE ou autres. Donc clairement 19h-20h sur le marché américain, sur les contrats futurs ou CFD, ça peut être un bon timing. Après, pour ceux qui sont là depuis 8h ou 9h du matin, il y a assez à faire entre 8h et 9h jusqu'à 17h30 pour continuer à trader jusqu'à 19h, 22h. On va peut-être continuer un petit peu le slide suivant, s'il te plaît. L'analyse des flux d'ordre. Alors, ça va être très difficile de vous expliquer comment on traite avec précision, mais ce que vous voyez là, par exemple, c'est le carnet d'ordre c'est un des carnets d'ordre qu'on va regarder toute la journée. Ce qu'on peut dire très brièvement sur un carnet comme celui-là, c'est que nous regardons, est-ce que vous voyez les prix autour de 10 et de 11? Et bien c'est exactement ça qu'on va regarder. C'est le prix en temps réel qui nous intéresse, parce que c'est un outil qui agit un peu comme une loupe et qui nous permet d'optimiser à la fois l'entrée et la sortie. Voilà. Donc là, c'était la plateforme de Tarek. Et vous voyez que sur la droite, ce qu'on voit là, où il est indiqué Fill Window, c'est la fréquence des ordres. Donc vous voyez, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort en fonction des opportunités. Donc là, c'est clairement du scalping, c'est du trading en carnet d'ordre. C'est-à-dire
on rentre sur le marché pour prendre entre 1 point et 5 points de marché. Donc là, par exemple, sur cet exemple-là, on a l'Eurostoxx 50, donc qui cote 2910. Donc là, je suis placé à 2913 pour être short. Donc, et sur le côté, on a le volume exécuté par prix. Donc quand vous voyez 14 543, ça c'est le volume exécuté. Donc là, je vais essayer de vendre cette zone à 2913 et je vais me racheter entre 2910 et 2909. Donc je vais essayer de prendre entre 1 point et 5 points de marché. Et je rachèterai sur les zones de prix qui peuvent être 2906 ou 2900. Donc ça c'est vraiment ce qu'on appelle du take money and run. On rentre et on sort du marché, c'est du scalping. Ce que l'on peut faire entre 19h à 20h pour répondre à Alexandre qui a posé une question. C'est prendre des mouvements de prix entre 1 point et 2 points qui correspondent au spread entre le premier gros acheteur et le premier gros vendeur. Pourquoi ça fonctionne le scalping? C'est parce que le marché il est fait je synthétise quand je dis un gros acheteur, un gros vendeur. Ça peut être plusieurs gros acheteurs, plusieurs gros vendeurs. Mais il y a une différence de prix, c'est ce qu'on appelle le spread, entre les gros acheteurs du marché et les gros vendeurs. Et nous, on se met entre les deux, entre les gros acheteurs et les gros vendeurs, et on gagne ce spread-là. Et ce spread-là, il est généralement entre 1 point et 5 points. Tout dépend de la volatilité sur le marché. Plus le marché est volatile, et plus il y a ce spread s'écarte entre les gros acheteurs et les vendeurs. Et donc, nous, on va, pendant toute la journée, faire ces mouvements d'achat et vente ou de vente-achat et multiplier ces transactions. Je voudrais juste reprendre dans ton explication de tout à l'heure. Tu as dit je vais attendre 13 alors qu'en ce moment le prix il est sur 10. Généralement quand on dit ça, la question suivante c'est alors pourquoi tu n'achètes pas maintenant et puis tu revendras à 13. C'est toujours ça. Voilà, donc, parce que j'essaie toujours d'acheter où il y a un gros volume et en haut du gros volume. Donc, et là, par exemple, j'ai essayé de vendre à 2913 et on voit sur le côté 159, c'est ma place, c'est ma file d'attente pour vendre à 2913. Donc, il y a 1732 ordres qui sont placés pour vendre à 2913 et moi, je suis placé 159e. Donc, si le marché arrive à 2913 et qu'il y a 159 lots qui sont exécutés, je vais me retrouver short. Et après, je vais essayer de vendre en dessous. Donc moi, j'attends sur mes niveaux de prix. Et quand le marché arrive sur mes niveaux de prix, je trade. Donc après, je ne peux pas vous expliquer en une minute pourquoi je rentre sur certains niveaux et pourquoi je ne rentre pas. Ça, c'est l'analyse des flux entrants en sortant qu'on a ce qu'on appelle sur les time and sales. Donc on voit tous les ordres à l'achat, à la vente de tous les opérateurs. Donc là, par exemple, sur le volume exécuté, il y a 287 000 lots, 287 231 contrats futurs qui ont été échangés à 13h26 et 22 secondes. Tous ces lots-là, on les voit passer un par un. Bon, des fois, c'est avec des blocs un peu plus importants, mais on voit où il y a des grosses mains, où il y a à l'achat et à la vente, et on se positionne avec ces acheteurs et avec ces vendeurs-là. Voilà. Donc, c'est donc le raisonnement de Tarek est de dire si le marché va sur mes niveaux de prix, alors je déclencherai telle action, en l'occurrence une vente. Mais en ce moment, le prix où il est là ne l'intéresse pas. Voilà. C'est ça en fait. Le fait de traiter au carnet d'ordre, c'est de décider à l'avance où les prix vont être les plus intéressants. Nous essayons toujours de prendre ce qu'on appelle des 80-20. 80% de chances de gagner, 20% de chances de perdre. Donc dans la préparation du morning meeting, ce qu'on va faire, c'est d'essayer d'identifier dans les journées précédentes où se trouvaient les gros acheteurs et les gros vendeurs, avec les volumes. En réalité, les grosses zones de volume qui ont été exécutées les jours précédents signifie qu'il y avait un gros acheteur ou un gros vendeur. On peut passer après. Voilà. Par exemple, ça c'est le graphique aujourd'hui sur un indice sur le DAX. Donc là, sur la gauche, on a les grosses zones d'accumulation de volume. Donc par exemple, à 10 000 par prix. Donc entre 10 353 et 10 372, on a une forte accumulation de volume. Le marché étant en forte baisse, il a arrêté, il y a une zone de support qui s'est créée parce que sur ce niveau de prix,
il y a des gros opérateurs qui avaient des gros ordres à acheter et donc ça va constituer un support. Et donc comme ça constitue un support, nous on achète les supports et on vend les résistances. Donc plus tôt dans la matinée, on avait une zone de prix entre 10 420 et 10 451 qui est matérialisée avec la seconde zone de fort volume. C'est-à-dire que cette zone-là, ça va être une zone où on va intervenir en scalpant parce qu'on sait qu'il y a de l'intérêt pour des acheteurs et des vendeurs sur cette zone-là. Donc on va initier énormément de trades à l'achat à la vente sur cette zone de prix. Par contre, toutes les zones de prix où il n'y a pas de volume, on ne va jamais rentrer sur ces zones de prix. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'acheteurs ni de vendeurs. Enfin, quand je dis il n'y a pas d'acheteurs, de vendeurs, il y a des transactions qui se font, mais il n'y a pas de gros, il n'y a pas de gros intervenants. Donc, on n'a aucun intérêt à aller sur une zone de prix où il n'y a pas d'intervenants parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est les confrontations entre les acheteurs et les vendeurs. Et comme nous, on est entre les acheteurs et vendeurs, eh ben, on va profiter de toutes les transactions qui passent à l'achat à la vente et qui font monter le marché de 5 points, descendre le marché de 5 points, remonter le marché de 5 points. Et nous, on va empocher ce spread-là. Donc, c'est ça le scalping. Le scalping, c'est il y a des gros acheteurs, des gros vendeurs, il y a une distribution de prix qui se fait et nous, on profite de cette distribution de prix. On va passer à la slide suivante. Donc, sur cette slide, ce qu'il est, C'est une journée de trading. Voilà, c'est une journée de trading et ce qu'on peut remarquer, c'est que nous sommes contrariens, c'est-à-dire le prix est fortement descendu et on va mettre en bleu, c'est les zones où on achète, en rouge, c'est les zones où on vend. Ça, c'est la plateforme sur laquelle on trade et durant la journée, on a ce qu'on appelle le fill indicator qui nous donne nos positions, qui nous indique les endroits où on a mis des shorts en rouge et les endroits où on a mis des longs avec les triangles bleus. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'il faut définir son profil de trading, clairement, ceux qui font du scalping, généralement, ils sont contrariens. Donc, ils sont comme des market makers. Quand le marché monte, ils vont essayer d'identifier où se trouve le premier vendeur. Et quand le marché descend, ils vont essayer d'identifier où est-ce que le premier acheteur est présent. Donc ça, c'est le type que 90% des traders au carnet ont ce type de process. Et donc, même dans un marché qui descend fortement ou un marché qui remonte, en étant contrariant, on arrive très facilement à identifier avec les zones de volume et avec les outils au carnet d'ordre, avec les icebergs et les spoofing, identifier où sont les premiers vendeurs et on se positionne avec eux. Sur quelle plateforme vous tradez sur le carnet d'ordre? Donc cette plateforme-là, on l'appelle TT, ça s'appelle Xtrader, de Trading Technology. C'est une plateforme qui est utilisée par les plus grandes banques d'investissement, Goldman Sachs, etc. Après, chaque trader doit avoir sa propre stratégie qui lui convient. Le trading au carnet d'ordre, c'est une des stratégies, mais il y en a qui font du swing. On a par exemple Jean-Christophe Ninet qui fait que du swing. C'est un trader qui fait qui fait des très très gros trades et qui garde des positions sur du moyen terme. Lui ne fait pas de trading au carnet d'ordre. Donc l'objectif, c'est pas de dire que pour gagner de l'argent, faut faire du carnet d'ordre. Il faut trouver avec quelle stratégie vous êtes à l'aise. Si vous êtes à l'aise en gardant des positions très courtes, alors faites du scalping ou du carnet d'ordre. Si vous êtes à l'aise en gardant des positions parce que vous avez besoin d'un horizon de temps beaucoup plus long, alors faites du swing. Si vous êtes à l'aise avec des marchés très 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 volatiles, faites du DAX, du pétrole ou des devises. Si vous aimez bien les marchés relativement calmes, il peut y avoir l'Eurostoxx ou alors des marchés obligataires sur des échéances très courtes comme le Schatz, le 2 ans ou le 5 ans allemand. Donc en fait, il faut partir de votre tempérament pour définir un profil de trading, un profil de risque, et après de choisir son marché et ça backtester en simulateur au départ et ensuite passer à la pratique. Mais c'est pas j'aime bien quand ça bouge beaucoup, alors je vais aller sur un marché qui bouge beaucoup. C'est où est-ce que je suis capable de gagner de l'argent parce que j'ai des prédispositions, j'ai un tempérament qui convient bien à ce marché-là, que j'ai backtesté sur simulateur en démo, et ensuite vous passez en réel avec des tailles de position très limitées au départ
pour commencer à être à l'aise et après monter vos tailles, monter votre exposition au marché, monter votre exposition sur les contrats futurs. On peut commencer avec un contrat, après en mettre 2, 4, 10 et après traiter avec 10, 20, 30, 40, 50 lots et après pour les très gros traders, traiter au-delà de 100 lots, 200 lots. Et si vous faites des CFD et en swing, vous n'avez pas besoin de traiter avec un carnet d'ordre parce que vous n'avez pas besoin d'optimiser votre entrée ou votre sortie. Si vous êtes exécuté sur le prix, sur un ou deux prix au-dessus et que votre sortie est un ou deux prix au-dessus ou en dessous, c'est pas bien grave puisque en swing, on va chercher plutôt des grands mouvements. On passe à la suivante. Donc là, on va évoquer le volet money management. C'est le volet que la plupart des traders particuliers aiment pas aborder. Pourquoi? Parce qu'il renvoie en fait à tout ce qui est compliqué dans le trading. C'est, on va dire, la partie la moins cool dans le trading. Mais si vous passez pas par ce travail-là, vous n'arriverez pas à gagner de l'argent. Même en ayant des capacités à avoir le bon timing pour rentrer à l'achat, en ayant des bonnes analyses, si vous décidez pas de mettre en place un money management, vous n'arriverez jamais à être rentable sur les marchés. Donc money management, c'est la gestion du risque. Et chaque trader a son propre money management. Et comme je disais, il y a deux types de traders. Il y a ceux qui sont contrariens et qui ont une approche de market maker, qui sont toujours contre le marché et qui vont essayer d'acheter les bottoms ou de vendre les tops. Et après, il y a ceux qui essayent de suivre, qui sont des suiveurs de tendance. Donc, il n'y a pas des traders qui gagnent plus d'argent en étant contrariant, en étant suivi de tendance. Ce qu'il faut, c'est de voir avec votre tempérament où est-ce que vous êtes le plus à l'aise. Donc, quand vous êtes contrariant, généralement, ça va être un profil de scalper. Donc, vous allez faire pas mal d'opérations, que ce soit sur une journée ou sur une séquence de trading de 1 heure, 2 heures. Et suivi de tendance, ça va plutôt être du swing. Vous pouvez faire de la suivi de tendance dans la journée, mais ça a moins de sens de faire du suivi de tendance dans une journée que de faire du suivi de tendance sur du moyen ou du long terme. Quand je parle à ceux que l'on forme généralement, enfin de money management, je leur dis simplement que ça répond à la question combien. Voilà, combien je gagne, combien je perds. Et généralement, quand on me montre un PNL qui est positif, je dis montre-moi plutôt tes trades perdants et je te dirai quel trader tu es. En fait, les trades gagnants, on n'apprend pas grand-chose sur ces trades gagnants. Sur ces trades perdants, on peut tirer des leçons et on peut adapter un money management qui est lié à soi. Voilà. Et à une expérience de gain en particulier. Ce qu'on a mis juste en dessous, E de X est égal à plus, moins, moins, ça veut tout simplement dire à chaque fois que vous faites plus, vous avez fait un trade gagnant, et quand vous faites moins, vous faites un trade perdant. Il y en a qui sont capables d'enchaîner les trades gagnants, mais à chaque fois qu'ils font un moins, ce moins est une grosse somme. À l'inverse, il y en a qui font quelquefois des petites pertes, mais à chaque fois qu'ils font un plus, c'est toujours un gros gain. Voilà. Donc c'est vraiment un money management qui s'adapte à la personne et au tempérament qu'il faut trouver. Donc dans l'espérance de gain, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a deux types de profils de trading, donc contrarien ou suivi de tendance. Et c'est pas, il y en a pas un des deux où on gagne plus d'argent ou qui est plus facile. J'ai pris dans l'espérance de gain, c'est globalement si vous faites 10 trades, vous allez faire 8 trades gagnants et après vous allez avoir 2 trades perdants que vous devez gérer. Un trader qui va pas être rentable, c'est un trader qui va, et je pense que ça, la plupart des traders, on va dire 90% des traders, si on leur donne 10 trades, ils vont en faire 6, 7, 8 gagnants. La différence qui va se faire sur les 2 trades perdants. Autrement dit, un trader qui va perdre de l'argent, c'est un trader qui n'est pas capable de gérer ces 2 trades perdants. Donc, il pourra faire autant de trades gagnants qu'il veut.
S'il n'est pas capable de gérer ces 2 trades perdants, il va aller dans le mur à chaque fois. Donc, il faut absolument gérer ces 2 trades perdants avec un money management. Il faut des règles que vous allez mettre en place, à savoir un stop loss et vous y tenir. Mettre un stop loss et quand on arrive au stop loss, le repousser, c'est mort assurée dans le trading. Parce que mathématiquement, si quand vous avez ces 2 trades-là, vous perdez plus que vos 8 trades gagnants, vous ne serez jamais rentable. Et dans le sens inverse, le but dans le trading, c'est pas de dire je fais 8 trades gagnants. C'est donc les 2 trades perdants, comment je les gère. Mais on peut très bien avoir des traders qui font 8 trades perdants et 2 gagnants. On a des exemples de très 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 gros traders, notamment Paul Rutter et Navinder Singh Sarao, qui ont 2 profils de trading différents, même à l'opposé. Et on va avoir le premier qui est contrariant, qui est market maker. Et donc lui va faire énormément de trades durant la journée. Il va traiter comme un market maker. Il va presque traiter tous les prix. Et il va rentrer, il va sortir, il va rentrer, il va sortir. Et dès qu'il a un mauvais trade, il va le couper. Donc à la fin, il a un solde positif. Et de l'autre côté, on a des traders comme Navinder Singh Sarao qui a fait la une, non pas parce que il y a eu une enquête sur lui, mais c'est pas ça le sujet. On lui reproche d'avoir créé le flash crash en 2010 aux États-Unis. Lui, il va faire pas mal de trades et de trades de perdants parce qu'il va essayer de prendre des gros trades. Mais il suffit qu'il fasse 1 ou 2 trades pour qu'il gagne, il reprenne tout ce qu'il a perdu plus du gain. C'est un peu aussi le profil qu'a Jean-Christophe Ninet. Je vais pas le comparer à Navinder Singh Sarao, même si Jean-Christophe Ninet est très bon. Mais ils ont un peu le même profil. C'est-à-dire qu'ils vont couper très rapidement leurs pertes. Ils vont aligner plusieurs pertes. Mais dès qu'ils vont être sur un gros trade, là, ils vont prendre, comme on dit, la caisse. Alors qu'il va y avoir d'autres traders. Ça, c'est un peu mon profil ou des profils dans la salle à Crescendo. On prend beaucoup de trades et après, notre job, c'est de gérer les 2 trades perdants. Et c'est la raison pour laquelle on est très méticuleux pour savoir à quel moment de la journée où il va y avoir un excès de volatilité, en regardant les statistiques, en surveillant les discours des banques centrales ou autres, pour être sûr que quand on est dans un mauvais trade, il n'y a pas un discours d'un des membres de la Banque Centrale Européenne qui va faire décaler le marché fortement et qui est susceptible de nous faire perdre pas mal d'argent. Donc il faut absolument que vous puissiez identifier dans quelle catégorie vous allez vous mettre, soit en étant contrariant, soit en étant suivi de tendance. Et si vous voulez réécouter je crois que c'est enregistré, mais vous pouvez aussi lire l'article que nous avons écrit dans le dernier Action Future qui reprend à peu près ce que nous vous avons dit aujourd'hui là, voilà, sur le morning meeting. Il y a une question de Alexis qui demande les flash crash. Ce ne sont pas les robots qui les créent. Il y a eu des cracks, on va même pas des flash crash, mais des cracks comme en 87 où c'est clairement les stops qui ont été enclenchés et ensuite derrière c'est une succession de stops qui se déclenchent. Mais c'est pas forcément à chaque fois des robots. Il peut y avoir des news, comme on l'a eu en 2010 où il y avait la Grèce, il y avait pas mal de choses qui font que il y a des opérateurs qui se mettent tous à vendre d'un coup. Donc c'est pas forcément les robots, parce que c'est toujours bien de mettre sur le dos des robots, mais c'est pas toujours les robots qui créent des flash crash. Tu veux reprendre une autre question encore? Après, il y a une autre question. C'est effrayant de voir d'autres graphiques. Après, non, aller sur des devises scandinaves, océaniques, exotiques, il y a assez à faire en regardant le marché action, le marché obligataire,
ce qui se passe sur le pétrole. On l'a vu, le pétrole c'était un market mover, une news qui faisait énormément bouger les marchés l'année dernière, de septembre à décembre dernier. On a eu c'était 2015, le pétrole c'était vraiment ce qu'il fallait regarder parce qu'on avait le pétrole qui avait énormément baissé et ça entraînait la faillite de pas mal de compagnies pétrolières et les banques qui avaient prêté à ces compagnies pétrolières étaient susceptibles de perdre énormément d'argent. Donc aller sur le type d'information, ça sert à rien d'aller sur des devises scandinaves océaniques pour voir ce qui se passe pour acheter de l'Eurostoxx. Et contentez-vous de regarder ce qui se passe sur le marché obligataire, sur le pétrole, sur les devises quand il y a des gros mouvements et ce qui se passe sur les banques centrales européennes et sur la macro et la microéconomie. Ce qui se passe sur les devises exotiques, à part s'il y a un crack sur une devise asiatique de 30 ou 40% qui entraîne un mouvement de panique sur les pays émergents, mais s'il y a une devise exotique qui baisse de 2, 3, 4%, clairement ça ne va pas impacter l'Eurostoxx. Donc ça ne sert à rien de regarder, pour répondre à la question, les devises scandinaves, océaniques ou exotiques. Excusez-nous, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Je vois des questions sur les ordres iceberg ou sur des indicateurs en particulier. Et ça, c'est vrai que ça nécessiterait un petit peu plus d'explications qu'une réponse en deux phrases. Donc, excusez-nous, ça ne va pas possible. En plus, ouais, c'est vrai que les ordres iceberg, c'est uniquement pour une personne, mais pour des personnes qui veulent avoir des informations, il faudrait mieux nous contacter directement parce que la plupart utilisent des CFD et font du swing ou du scalping sur CFD. Et là, pour le coup, on ne peut pas identifier les ordres iceberg. C'est vraiment pour ceux qui font des futurs. Il y a une autre question, la corrélation entre pour le S&P 500, c'est de regarder justement le T-Note. Donc c'est exactement le même raisonnement que j'ai donné tout à l'heure sur le marché action européen avec les dettes européennes. Sur le marché américain, c'est le T-Note. Donc exactement, il faut regarder le T-Note pour suivre si on traite du S&P. Il faut que tu dises la question quand tu réponds à une... Ouais, c'était bonsoir, peut-on utiliser la corrélation donc T-Note S&P pour voir les bases communicantes. Donc c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure dans l'explication des bases communicantes entre le marché européen en France et le marché européen. Ça fait déjà presque 1h30. J'ai juste une autre question. Quels indicateurs techniques utilisez-vous ? Malheureusement, nous on n'utilise pas d'indicateurs. On n'utilise pas le RSI et les MACD pour prendre des positions. On utilise uniquement les volumes. Sur les graphiques, on utilise des supports et des résistances. Mais on a un trading qui est adapté aux outils qu'on utilise. Après, si quand vous prenez des positions, vous avez besoin d'indicateurs et que vous trouvez qu'en utilisant ces outils-là, ça vous permet de gagner de l'argent, utilisez-les. Par contre, en ce qui me concerne, dans toutes les salles de marché où j'ai travaillé, personne n'utilisait ces indicateurs techniques. Mais par contre, c'est un outil que certains utilisent. Donc, je vais dire un mot aussi sur les indicateurs. Pourquoi est-ce que généralement nous ne les utilisons pas ? Parce que la plupart des indicateurs sont basés sur des moyennes. Et donc il y a un petit effet retard qui nous pénalise quand on travaille le prix en instantané. Par contre, si vous faites du swing, que vous êtes à 3 jours, 4 jours, une semaine ou 2 semaines, vous serez beaucoup moins pénalisé par cet effet retard. Et peut-être que l'indicateur va vous permettre d'avoir des signaux. Voilà, des signaux, tout simplement, des opportunités d'achat ou de vente. Le T-Notes, en fait, c'est T et après N-O-T-E-S. C'était une question de Patrick. Pour l'indicateur de volume, en fait, il n'y a pas d'indicateur de volume. Le volume, c'est une donnée brute. Donc, l'indicateur de volume, c'est identifier à quel niveau de prix, ça c'est pour la question pour Géo. Bonsoir, quel est le meilleur indicateur de volume ? Nous, ce qu'on traite, c'est... Alors, il existe des indicateurs de volume. Mais ce qu'il faut, c'est absolument traiter les données brutes. Voilà. C'est identifier où est-ce que se trouvent les grosses zones de volume par prix. Donc, où est-ce que se consolident les transactions par prix. Et il y a une chose qu'il faut faire, c'est pas mettre le volume de 9h à 17h30 et d'essayer de voir à quelle heure
il y a eu du volume. Ce qu'il faut, c'est mettre à quel prix il y a eu le volume. Donc, quand vous mettez du volume dans vos graphes, Le volume historique, c'est celui généralement qu'on voit sous forme de barre qui est en bas des graphiques. Et donc Voilà. c'est celui-là que nous n'aimons pas. Parce qu'il indique uniquement que, par exemple, on a eu un gros volume à 10 heures. Mais on s'en fout. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir sur quel prix il y a eu des gros volumes et pas à quelle heure il y a eu un gros volume. donc pour le meilleur indicateur de volume, contentez-vous de voir sur quel niveau de prix vous avez eu les plus gros volumes. Et vous verrez que ça correspond à des niveaux de support, de résistance, ce qui est logique. Si à un niveau de prix, il y a eu un gros volume et qu'on est sur un bas de marché, ça va forcément coïncider avec un niveau de support dans les prochains jours, dans les prochaines heures. Donc si ça correspond à un niveau de support, là vous allez vous positionner à l'achat. Donc le volume par heure, le volume historique, ça n'a pas vraiment de sens. Ça n'a pas vraiment de sens de savoir qu'à 9 heures ou à 9h30 ou à 10 heures, il y a eu un gros volume. Vous, ce que vous voulez savoir, c'est sur quel prix il y a beaucoup d'intervenants. Donc pas besoin d'indicateur, uniquement de changer vos paramètres pour mettre les volumes par prix. Tu veux encore une autre Ouais. question ou oui? Choisis, il y en a 2 tonnes, donc Peut-on faire du scalping au carnet sur les marchés asiatiques? Par contre, j'arrive pas à comprendre pourquoi il y en a qui veulent aller sur des données, sur des devises exotiques scandinaves et sur du marché asiatique, alors qu'il y a assez à faire entre le marché européen, le marché américain. Ça sert à rien d'aller sur des marchés que vous maîtrisez pas, à part si vous êtes en Asie. Pour suivre le marché européen, vous êtes déjà en contact de tout ce qui se passe en Europe. Toutes les informations qui sont susceptibles de faire bouger les marchés. Aux États-Unis, on arrive à suivre l'actualité qui va faire bouger les marchés américains. Vouloir traiter les marchés asiatiques, parce qu'il y en a qui traitent par exemple le Nikkei ou autre, à part si on est connecté au marché asiatique et on sait exactement ce qui se passe au niveau microéconomique, au niveau des entreprises, au niveau de la politique monétaire, je trouve c'est relativement compliqué et plus difficile de traiter les marchés asiatiques. Et je pense qu'il y a assez à faire avec les devises, les comos, le marché action européen, le marché obligataire européen, pour ensuite aller sur le marché asiatique. Donc je vous déconseille. Ouais, mais pour ceux qui dorment pas. Ouais, ouais. d'accord. Quel diplôme et quelle école vous avez fait? Ça, sur LinkedIn, on a nos profils ouverts, vous pourrez aller vérifier, vous aurez tout le loisir d'aller vérifier. Au niveau des en plus, c'est perso, enfin, les gens ça les intéresse pas. Au niveau des En tout cas, ça intéresse Alexis. Varan et Turbo sont des bons produits. C'est des produits qui permettent de répliquer des indices, des classes actives. Donc, que ce soit des CFD, des turbos, des Varan, je pense que voilà, il y a une distinction qu'il faut faire en réalité entre. C'est bon au niveau de l'horaire? C'est bon au niveau de l'horaire, nous dit-on. Donc c'est bon. En fait, pour moi, je classifie les Varan, les turbos, les futurs, les actions dans le même compartiment. C'est-à-dire que c'est des bons produits. Après, j'éviterai d'aller quand même sur d'autres produits un peu trop exotiques comme les options binaires. Il y a assez à faire avec les produits Varan, Turbo, Futur et les actions au comptant. C'est pour répondre à la question d'Alexandre sur les Varan et les Turbos. Alors, au niveau psychologique, comment avez-vous travaillé les choses? Au niveau psychologique, il faut partir du simulateur. Quand vous démarrez le trading, vous devez passer par une phase où vous allez avoir un apprentissage qui va se faire avec ce que disait Johan sur les erreurs. Je ne vais pas dire que chaque personne c'est un diamant et qu'après il faut le tailler, mais presque. Chaque personne va faire tous les traders ont fait les mêmes erreurs. Je veux dire que la différence entre les traders qui vont quitter le trading parce qu'ils perdent de l'argent et ceux qui vont rester va se juger par rapport à la capacité à prendre en compte les erreurs que chacun a fait. Un bon trader, c'est un trader qui a fait les erreurs une fois, 2 fois, 3 fois et qui va les gommer, qui va plus les refaire. Un mauvais trader, c'est un trader qui va toujours faire les mêmes erreurs,
et qui va sortir du marché. Donc au niveau psychologique, ce qu'il faut, c'est partir des erreurs que l'on a fait, voir pourquoi on a fait ces erreurs-là, et après de mettre en face de chaque erreur de trading une réponse. Donc c'est pour ça qu'il faut préparer son morning meeting pour en fin de journée pouvoir mettre des notations en disant est-ce que par exemple j'étais en pause, on peut très bien perdre de l'argent parce qu'on a loupé une statistique, on était en pause avant une statistique, on perd de l'argent. C'est pas très problématique parce que l'erreur elle vient uniquement d'une mauvaise préparation du morning meeting. Donc normalement si vous repréparez bien vos morning meetings les jours suivants, vous n'allez plus faire cette erreur et donc vous n'allez plus perdre de l'argent. Donc ça dépend quelle erreur vous avez fait. Et donc au niveau psychologique, vous verrez que quand vous allez bien préparer votre journée de trading, vous allez bien baliser votre journée de trading, vous vous sentirez mieux pour prendre des positions. Après, le côté argent, le côté est-ce que je suis capable de gagner de l'argent ou perdre de l'argent, malheureusement, il y a des personnes qui naturellement sont beaucoup plus sensibles à la perte ou au gain de l'argent. Et là, on n'est plus dans l'approche du trading, mais plutôt dans le côté travailler sur soi pour commencer doucement et monter sa taille graduellement et se familiariser avec gagner de l'argent. Avez-vous un conditionnement pour rester calme? Je répondrai de la même manière, quel que soit le métier en fait. Au début, vous maîtrisez peu vos entrées et vos sorties, et puis en rectifiant vos erreurs au fur et à mesure, vous prenez confiance en vous. C'est vraiment la confiance, c'est la confiance, la discipline, la rigueur, c'est vraiment la clé dans le trading. Plus vous allez maîtriser votre trading et plus vous allez être calme. C'est vrai qu'on me pose souvent la question quand je vais dans les compétitions de trading et que je peux traiter devant 300 personnes ou 400 personnes, pourquoi vous êtes calme? Parce qu'en fait, quand je trade, en réalité, il n'y a pas vraiment de différence que je trade tout seul ou je trade devant 300-400 personnes parce que fondamentalement, je fais la même chose. Et quand vous allez trader, vous, c'est pareil. À partir du moment où vous savez que vous allez commencer votre journée en regardant les statistiques économiques, vous allez regarder comment fonctionne le marché, que vous allez baliser tout le marché, que vous allez louper aucune statistique, vous n'avez pas trop de risques, vous allez maîtriser votre risque et donc vous n'avez aucune chance de perdre de l'argent. Donc à partir de ce moment-là, vous allez être beaucoup plus serein quand vous allez rentrer dans le marché. Ça ne veut pas dire que vous êtes sûr à 100%, ça veut dire que vous avez mis le maximum de chances de réussite. Donc à partir du moment où vous avez fait le job de préparation, si vous perdez de l'argent, il faudra voir pour quelle raison. Un peu comme un sportif de haut niveau qui s'est bien entraîné, après s'il se blesse, il ne pourra pas s'en vouloir. Par contre, si il a passé la soirée en soirée, qu'il est rentré à 6h du mat et puis qu'il doit enchaîner par une finale de Roland Garros et qu'il perd, il pourra s'en vouloir. Nous, c'est un peu pareil. Quand on a tout bien balisé, on n'a pas vraiment de raison de stresser. Donc, il y a au niveau du conditionnement pour rester calme, ça joue surtout au niveau de la préparation de la journée. Mieux on est préparé, et mieux après on acceptera et on comprendra pourquoi on a gagné, pourquoi on a perdu. Et après c'est une routine. Le job de trader, on l'assimile souvent dans les films ou autres à des mecs super excités qui font n'importe quoi. Non, généralement c'est des personnes qui sont très très calmes et qui savent exactement ce qu'elles vont faire. Et c'est en anglais ce qu'ils disent, c'est boring trading. C'est même ennuyeux parce qu'on fait tous les jours la même chose. Donc il faut baliser sa journée et vous verrez qu'après vous allez être relativement calme et s'il y a un mouvement de panique dans la journée sur les marchés financiers, pour le coup là on peut avoir un excès de stress ou autre, mais ça ne doit pas être le quotidien. Si tous les jours vous avez un excès de stress, c'est qu'il y a quelque chose que vous maîtrisez mal. Donc il faut plutôt revenir sur qu'est-ce que vous faites mal ou qu'est-ce que vous n'avez pas compris pour vous permettre d'être beaucoup plus serein. Parce que être stressé dans le trading, c'est ce qu'il y a de pire. Vous devez normalement être très, très relax pour trader. Que pensez-vous de MetaTrader 4 ? Il y a dans la salle des marchés, il y a des traders. Nous, on ne l'utilise pas, mais il y a des traders qui l'utilisent. En tout cas,
pardon, si ça se joue pas au niveau de la plateforme. Si vous faites du swing trading, MetaTrader 4, ça convient très bien. La plateforme que vous avez sur CMC convient très bien également. Généralement, il ne faut pas aller chercher sur le. Si vous perdez de l'argent, n'essayez pas de mettre ça sur la plateforme ou sur les marchés ou autres. Essayez plutôt de voir pour quelles raisons vous n'arrivez pas à gagner de l'argent. Et après, là, vous soucierez est-ce que j'ai une bonne plateforme ou pas. Qu'est-ce que vous pensez des applications d'analyse technique? Qu'est-ce que vous pensez des applications d'analyse technique comme Vectorvest? Je connais pas. Je connais pas non plus. Je connais pas non plus. Mais c'est pareil. Essayez d'avoir des maximum d'indicateurs techniques. En réalité, généralement, c'est pour pouvoir se cacher derrière quelqu'un ou quelque chose pour justifier qu'on n'arrive pas à trader. Essayez d'enlever tous ces indicateurs, essayez de comprendre pourquoi les marchés montent, pourquoi les marchés baissent, à quel niveau de prix le marché, il y a un support, donc un acheteur, une résistance, il y a un vendeur, et comment on peut gagner de l'argent. Essayez de mettre 1, 2, 3, 4, 5 indicateurs ou alors faire de l'algo trading. Généralement, c'est pour ne pas avoir à gérer le money management et pour pouvoir passer d'un indicateur à l'autre dès qu'on perd de l'argent. C'est jamais la faute de l'indicateur, c'est jamais la faute du marché, ce sera toujours la faute du trader. Donc, pour réussir dans le trading, il faut toujours partir du principe que si vous ne réussissez pas dans le trading, c'est pas la faute de l'indicateur. Ça ne sert à rien de changer d'indicateur tous les mois parce qu'il y en a 200 ou 300 et les choses sont bien faites. Comme ça, on peut passer toute une vie à chercher le bon indicateur. On peut passer toute une vie à essayer de trouver le bon algorithme. Il faut plutôt essayer de chercher où est-ce que vous êtes bon dans toutes les classes actives pour gagner de l'argent. Un indicateur technique, c'est ni plus ni moins qu'un prisme en fait pour voir le marché sous un certain angle. À partir du moment où vous avez compris comment votre indicateur fonctionnait et que vous avez un setup qui vous fait gagner de l'argent, eh bien n'allez pas chercher ailleurs. Voilà. Et ne changez surtout pas d'indicateur toutes les semaines ou dès que vous perdez. Analysez plutôt pourquoi vous avez perdu avec l'indicateur que vous utilisez régulièrement. Il y a une autre question sur les dealing desks. Ils vont chercher les stop loss de leurs clients. Ça, c'est pareil. Là, en fait, la plupart des particuliers pensent que les brokers vont aller chercher les ordres. Mais ça, c'est vraiment la phobie des particuliers. Mais posez-vous 2 secondes, prenez un verre d'eau et dites-vous, vous avez un petit. En plus, généralement, c'est des personnes qui ont des petits comptes à 1000 euros, 5000 euros et ils se disent, ils sont allés chercher mon stop à 1% sur le DAX. Donc, en fait, vous êtes en train de dire que vous, monsieur X, le broker, il a fait monter le marché qui pèse des milliards pour aller chercher votre stop à 1% pour liquider votre compte de 1000 euros. En fait, c'est ça. Quand vous dites, ils sont allés chercher mon stop, c'est clairement ça. C'est tel broker est allé chercher mon stop. Mais clairement, ça veut dire qu'il a engagé des dizaines de milliards pour faire monter le marché ou faire descendre le marché pour fermer votre compte à 1000 euros ou 5000 euros. Ça existe que dans. C'est juste le broker, lui, c'est juste une recherche à la liquidité. Lui, il a des ordres clients qui sont derrière, il va acheter et il va vendre, et il va s'arrêter quand il aura trouvé la liquidité qui lui correspond, tout simplement. Il n'y a pas de recherche de stop, voilà, où il n'y a pas de hedge fund au Caïman qui vont pousser le marché et puis ensuite qui vont. Non, ça n'existe pas, ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui revient souvent, hein. On pose souvent cette question-là, des brokers qui vont chercher les stops. Le marché, il peut être arbitré. Donc, par exemple, sur les CFD ou sur tous les autres marchés, ce qu'il faut voir, c'est que si un broker il fait monter le marché de 1%, c'est qu'à un moment, vous pouvez le shorter le marché. Donc, il n'y a aucun intérêt à ce que le broker se retrouve collé.
Donc clairement, si le marché, et ça nous arrive aussi, hein, des fois on est long, on est acheteur sur un marché et on coupe au plus bas et ça remonte. Bah, malheureusement, ça fait partie du trading. Il faut plutôt essayer de voir pourquoi on est rentré au mauvais moment. C'est quoi le mauvais timing, mais vraiment essayer de chercher d'où notre erreur de trading vient, à savoir le broker a fait monter le marché ou a fait descendre le marché. Là, vous êtes pas dans la bonne direction. Partez toujours du principe que tout ce qui arrive, à partir du moment où vous tradez, ça vient de vous. Ça peut être même des news, des rumeurs qui font décaler le marché, ou c'est toujours de votre faute. Comme ça enlève le côté conspirationniste et le côté j'ai pas de chance, ou le broker veut me plumer, ou alors il y a des hedge funds qui se sont regroupés, qui ont dîné le soir et puis qu'après qui nous ont tondu le... Non, ça sert à rien, c'est une perte de temps et vous n'allez pas améliorer votre trading. Vous avez uniquement votre stop était au mauvais endroit, vous avez acheté au mauvais endroit et il faut essayer de voir la raison pour laquelle vous avez loupé une news. Après, il y a aussi la malchance. Enfin, il y a malchance, c'est comme dans le sport. Si vous faites du foot et que vous avez fait 4 poteaux, il n'y a pas de conspiration, c'est pas l'arbitre qui a déplacé le poteau ou qui a rétréci les cages, ou vous avez mis 4 poteaux, point barre. Il n'y a pas la FIFA qui est derrière en disant réduisez les cages pour pas que la balle elle rentre. Et il y a un moment, vous faites du trading, vous êtes normalement considéré comme un professionnel, parce que s'il faut savoir, c'est dans le trading, il n'y a pas de division. Il n'y a pas la sixième division où il n'y a que les particuliers qui sont entre eux et il y a un marché pour les particuliers. À partir du moment où vous faites du trading, vous êtes face à Goldman Sachs, vous êtes face à JP Morgan, vous êtes face à BlackRock. Donc tout de suite, vous êtes en mode professionnel et vous êtes en première division. Donc il n'y a malheureusement pas de division pour distinguer un particulier d'un professionnel ou d'un institutionnel. Donc tout le monde a les mêmes outils, tout le monde a les mêmes informations. Il y en a qui ont des outils un peu plus perfectionnés que d'autres. Mais je vous assure, il y a personne qui va aller chercher votre stop pour essayer de vous faire perdre de l'argent. Il y a assez de choses à analyser, à regarder pour gagner de l'argent que d'essayer de faire perdre le compte de Tartampion. Bon, okay. Alors il y a une question, y a-t-il des particuliers qui gagnent chez des bons brokers français? Oui, bien sûr. Le gain ne dépend pas du broker, le gain il dépend de vous. Ouais. C'est vraiment je vois que la plupart se préoccupent de savoir est-ce qu'ils ont la bonne plateforme, est-ce qu'ils ont le bon broker, est-ce qu'ils ont le bon indicateur, et est-ce qu'ils ont le bon ordinateur. Mais tout ça, c'est vraiment accessoire. Avez-vous le bon setup? Ce qu'il faut, c'est est-ce que vous faites les bonnes choses. Et si vous ne faites pas les bonnes choses, est-ce que vous l'améliorez au quotidien? Il faut que tous les jours, vous ayez appris quelque chose. Si après une journée de trading, il y a des journées où tout se passe bien, ce que disait Johan, le pire, mais malheureusement c'est le pire, mais financièrement c'est le mieux, c'est les journées où tous les trades passent. Tous les trades passent, vous gagnez de l'argent, c'est bien financièrement, mais au niveau de votre apprentissage, c'est les journées où vous allez le moins apprendre. Et bizarrement, c'est les journées les plus compliquées où votre progression de trading va se faire. Donc, c'est pas au niveau de la plateforme, c'est pas au niveau du broker. Concentrez-vous vraiment sur qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais de mal. Ce que je fais de bien, je vais continuer à le faire. Ce que je fais de mal, je vais voir pourquoi je le fais mal. Et après, je vais l'enlever. Je vais l'enlever de mon trading. Et vous verrez que et l'objectif, c'est pas de se dire je vais l'enlever tout de suite. L'être humain, il n'arrive pas à retirer les défauts du jour au lendemain. Mais vous allez supprimer les erreurs que vous faites parce que vous les faites par impulsion, vous les faites parce que vous aimez bien. Il y a des choses qu'on fait dans la vie, on sait que c'est pas bon, mais on le fait. Un peu comme si demain vous dites je vais avoir un corps d'athlète et faut que je mange des légumes, j'arrête les boissons gazeuses. Ça c'est ce que vous voulez. Vous voulez avoir un corps d'athlète, mais à côté de ça, vous mangez encore le McDo, le Coca. Mais vous savez que vous voulez à un moment tout arrêter. Vous allez arrêter graduellement. Et normalement, à terme, quand vous allez arrêter tout ça, vous allez subitement avoir un corps d'athlète. Le trading, c'est un peu ça.
Et ce qui est bon, ce qui est, on va dire, plutôt agréable dans le trading, c'est ce qu'il faut enlever comme dans les régimes. Ne pas aller dans les marchés où vous êtes excité parce que c'est plutôt plaisant. Il faut être concentré, alors que je sais que c'est pas forcément ce qui est de plus fun d'être concentré toute la journée. De préparer sa journée, c'est pas ce qui est de plus fun parce que c'est beaucoup de préparation et on n'est pas dans le marché, donc il n'y a pas le côté je prends des positions. Le côté j'ai fait une erreur, je dois le reconnaître, ça c'est ce qu'il y a de pire parce que pour l'être humain, reconnaître ses erreurs, c'est ce qui est le plus douloureux. Et c'est essayer de gommer tout ce qu'on fait de mal. Et généralement, tout ce qu'on fait de mal, c'est ce qui est de plus excitant. Donc, vraiment, il y a des similitudes entre ce qui est bon dans la vie et pas bon pour l'être humain. Dans le trading, c'est un peu la même chose. Et c'est pour ça que je disais que à la fin, quand vous avez votre trading plan, que vous le respectez, le trading, vous allez être très très calme. Et je ne vais pas dire que c'est ennuyeux, mais ça, de l'extérieur, ça n'a pas du tout le côté fun et le côté je m'amuse. C'est plutôt concentré avec quelque chose de répétitif. Mais c'est ça le job d'un trader. On termine là-dessus, on laisse Lucas. Ouais. On laisse Lucas prendre la parole. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Alors juste un petit point, juste pour finir sur ce webinaire, je vais vous présenter l'offre dans une minute, mais vous avez bien compris, ce sont des professionnels qui vous parlent et qui insistent sur le côté formation. C'est ce que fait Crescendo aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire également chez CMC avec ses partenariats. Donc voilà, focalisez-vous vraiment sur cet aspect de formation, d'avoir un plan de trading, de professionnaliser votre trading. J'en profite, je vous garde une minute simplement pour vous montrer. Donc vous pouvez avoir donc chez nous une offre donc pour une journée de formation chez Crescendo d'une valeur de 699 €. Donc cette formation, si vous êtes à Paris, elle est disponible dans les locaux de Crescendo. Si vous n'êtes pas à Paris, vous pouvez y assister par webinaire sous la même forme que l'on a fait ce soir. Et cette offre s'adresse à tous les prospects et aux détenteurs d'un compte démo chez CMC Markets. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour cette offre et n'hésitez pas à vous orienter vers les professionnels qui, eux, vous apprendront peut-être à réaliser ce qu'il faut apprendre, réaliser peut-être les erreurs et non pas tout reporter sur les indicateurs ou toutes les choses qu'ils ont pu vous dire. Et bien le money management, le plan de trading, préparer sa journée et savoir comment on doit trader. Comment vous pouvez bénéficier de cette offre? C'est le dernier slide de cette formation, de cette présentation. Donc c'est une offre valable pour toute ouverture d'un compte réel actif chez nous, avec un dépôt minimum de 1 000 €. Vous ouvrez le compte réel en cliquant sur le bouton ouvrir un compte réel. Vous serez ensuite contacté par notre équipe gestion client dont je fais partie et on vous aidera à finaliser l'ouverture de compte. Vous précisez simplement que vous souhaitez bénéficier de l'offre Crescendo. Une fois que tout est fait, vous placez un premier ordre sur notre plateforme Next Generation, votre compte est actif et là l'équipe Crescendo dont Tarek et Johan font partie prendront contact avec vous pour ensuite vous former proprement parce qu'aujourd'hui c'est la formation qu'il faut vraiment privilégier. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes les questions. On a dû un petit peu couper, évidemment, il y aurait plein de questions, ça aurait pu durer des heures, c'est passionnant. On a obligé de s'arrêter à un moment ou à un autre, mais n'hésitez pas à nous contacter, à contacter Crescendo. Les deux entreprises sont là pour vous et on fera tout notre possible. Je vous tiens juste à remercier donc Tarek et Johan et l'équipe de Crescendo pour avoir participé à ce webinaire et vous avoir tenu en haleine, je pense, pendant ces 1h53. Voilà, je vous remercie à tous et je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez surtout pas à nous contacter dès que vous le souhaitez. Au revoir à tous. Merci, au revoir.